Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, on tend notre micro à Fida H. Elle est franco-libanaise, enseignante et auteure du Choix laïque du nain tranquille, publié chez l'Harmattan. Avec elle, on va parler du Liban, celui d'hier où elle a grandi, celui d'aujourd'hui qui continue à être bombardé par Israël. À l'heure où l'on enregistre cette émission, le Liban compte plus de 2000 morts et 1 million de déplacés. Des représentants libanais et israéliens sont en pourparlers aux États-Unis, mais les perspectives d'accord semblent minces et le chef du Hezbollah, qui soutient l'Iran, rejette déjà cette initiative. Avec Fida ce soir, nous allons parler de laïcité aussi. Car à son arrivée en France dans les années 90, Fida va peu à peu découvrir une nouvelle liberté. Vivre dans un État laïque va lui ouvrir des perspectives. Elle va s'engager aussi pour plus de solidarité, avec des hauts et des bas. On en discute tout de suite avec elle. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Fida H, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes franco-libanaise. En 2023, vous avez publié Le Choix laïque du nain tranquille, publié chez l'Harmattan. Avec vous, on va parler de laïcité et surtout du chemin qui vous a mené, vous, originaire du Sud-Liban, un pays où l'on se définit notamment par sa religion. Donc, vous, vers la défense absolue de la laïcité. On parlera également de la situation aujourd'hui au Liban. Et en fait, j'ai envie de commencer par ça pour se raccrocher à l'actualité. À l'heure où l'on enregistre cette émission, un cessez-le-feu a été décrété entre l'Iran d'un côté, les États-Unis et Israël de l'autre. Mais Israël continue de bombarder le Liban. Et le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui était en visite à Beyrouth en ce moment, disait « Le Liban ne peut pas devenir un dommage collatéral oublié du conflit au Moyen-Orient ». Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, vous, en tant que Libanaise, franco-libanaise, que parfois on oublie un peu ce Liban et c'est un dommage collatéral au milieu de toute cette situation ? Un dommage collatéral, oui. Qu'on oublie, je ne suis pas sûre. Malgré tout, on en parle beaucoup. Mais clairement, un dommage collatéral avec cette fin de guerre qui n'a pas eu lieu encore au Liban. Mais même le début de la guerre, pareil, c'était un dommage collatéral. C'est-à-dire le Liban est entré en guerre. C'est parce qu'il y a eu une guerre en Iran. Donc c'est par soutien du Hezbollah à l'Iran. Ce n'était pas forcément une obligation. Donc oui, on subit plus qu'on ne décide. Et vous qui avez encore de la famille au Liban, mais comment la situation est vécue sur place ? Est-ce que mais justement il y a ce sentiment d'injustice de se retrouver au milieu d'un conflit qu'on n'a pas décidé ? Oui, tout à fait, surtout les déplacés, c'est-à-dire ceux qui ont dû vraiment quitter leur logement par peur, par inquiétude et parfois par obligation, parce qu'Israël réclame souvent de vider des villages. Donc ces gens-là, ils peuvent comprendre que le Hezbollah, il a une obligation vis-à-vis d'Iran, puisque l'Iran aide le Hezbollah, donc il faut malgré tout faire de la réciprocité, mais ils arrivent à un stade où ils n'en peuvent plus, ils ne se considèrent pas capables de gérer un conflit aussi régional que ça. Donc oui, une certaine injustice, une certaine impuissance. Voilà. Alors, du coup, on va revenir justement sur votre enfance au Liban. La première phrase de votre livre, donc je rappelle le titre de votre livre, c'est « Le choix laïque du nain tranquille ». La première phrase, c'est « Moi, la Libanaise devenue française, longtemps je me suis crue palestinienne ». Ça veut dire qu'on vous a élevé dans cette idée que vous étiez très proche de la Palestine, que vous étiez quasiment une Palestinienne. Et qu'est-ce que ça impliquait au quotidien, on va dire ? Oui, tout à fait. En fait, mon père, il a élevé un bataillon, je le dis dans la même page juste après, c'est-à-dire nous sommes 8 frères et sœurs, et on a tous des prénoms hyper guerriers, et c'est des prénoms guerriers inspirés un peu de la lutte palestinienne, c'est-à-dire on a le prénom, bon, je ne vais peut-être pas le dire à mes frères, mais enfin, moi en tout cas, mon prénom c'est Fida, et Fida, c'est un prénom d'où vient le non fidaïn, ça veut dire les combattants palestiniens. Donc clairement, mon père, il voyait une sorte de résistance familiale et plus tard, pourquoi pas, des bataillons, peut-être des futurs martyrs.
Et donc ça, c'est au niveau du prénom, mais au niveau de notre quotidien, le sujet principal qu'on débattait dans la maison, c'était donc la lutte armée, l'injustice que la Palestine subit, Jérusalem, c'est notre but, etc. Donc tout tournait autour de la Palestine, et c'est vrai que du coup, je me dis, ça se trouve, je suis vraiment palestinienne. Hein. Avec, effectivement, vous disiez même, c'était un peu votre mission, vous aviez le sentiment à un moment qu'être kamikaze, vous parlez du fait qu'à un moment, Ariel Sharon est en visite au Liban, et vous dites, est-ce que c'est ma mission tout à coup d'être kamikaze et de le tuer? Oui, je cherchais tout à l'heure le mot kamikaze, voilà. Exactement, alors je ne pense pas que mon père voulait forcément qu'on meure, hein. Après tout, ça reste un père, mais c'est vrai que, voilà, on s'est donné cette mission. Clairement, implicitement, on avait tous plus ou moins, pas que moi, sûrement mes frères et mes sœurs, ils ne me l'ont jamais dit exactement, mais moi, en 82, alors il était en visite, c'est mignon comme mot, suite à l'invasion israélienne, comme il était chef de l'armée, enfin, au ministre de la Défense, il était il venait visiter. Et donc moi, voilà, je faisais des rêves éveillés, comme on appelle ça, genre je faisais des plans, comment je vais pouvoir faire sauter ce monsieur-là, oui. Donc j'avais cette mission-là, et même parfois je m'en voulais, je trouvais que j'étais pas assez courageuse pour aller au bout, que j'avais un côté assez peureux. Ça qui est fou, c'est que moi, quand ça bombardait, j'avais le cœur qui sursautait, mais je me dis, ah non, tu t'appelles Fida, faut être autrement. Oui, j'avais un peu cette... j'ai habité cette mission et que je n'ai pas accomplie finalement, mais je pense que j'ai accompli autre chose actuellement. Oui, on va dire que vous accomplissez quelque chose de plus grand, certainement, et de plus utile, en tout cas. Du coup, peut-être pour parler justement de cette défense de la Palestine, vous êtes rendu en France, vous avez étudié en France, un peu forcé par votre père, hein, ce n'était pas votre volonté. Vous êtes arrivé en France, et peut-être pour rester sur cette question palestinienne, comment votre position sur la cause palestinienne a-t-elle évolué justement à partir de votre séjour en France? Donc moi je suis arrivée en début 90, donc toute la décennie, on va dire 90-2000, je suis restée sincèrement très pro-palestinienne. J'allais vraiment dans toutes les manifestations, il y en avait beaucoup, première intifada, deuxième intifada, etc. Je me souviens que je faisais des donations aussi pour des petites associations. Je m'intéressais beaucoup, c'est-à-dire que j'étais encore restée à être au courant de tout ce qui se passe. Je me souviens encore un des derniers événements très parlants pour moi, la mort de Yasser Arafat, et il est mort en France. Je me souviens, j'allais à l'hôpital, c'était en plus en banlieue, c'était à Clamart, à l'hôpital militaire, parce que pour moi, ça y est, ça veut dire si lui partait, ça représentait tout mon passé, toute mon enfance. Je l'admirais un peu, gentiment, pas non plus, je voyais bien des défauts, etc. Et petit à petit, on va dire dans les années 2010, je continuais à aller dans les manifestations, et puis je trouvais que les manifestations changeaient un peu de ton et de tonalité et de fréquentation. Et là, je me suis posé la question. Et d'ailleurs, c'est un proverbe qui se dit que moi, je n'aime pas. Est-ce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir défiler avec des gens qui réclamaient un certain islamisme? Voilà. Donc, à partir du moment où je voyais que le public revendiquait autre chose que la libération de la Palestine, revendiquait aussi des droits particuliers pour des musulmans, le voile, la défense du voile, je trouve qu'il y avait un mélange du genre qui ne me plaisait pas. Et moi, je me suis dit, je suis pour la libération du territoire, en tout cas qui est considéré comme palestinien, parce que c'est une cause juste. Mais je ne veux pas encourager un quelconque islamisme en France, et je fais le choix de prendre des distances avec les manifestations et donc avec la cause en général. Alors ça, c'est un choix que vous avez fait au début des années 2010. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, votre position a évolué vu la situation aujourd'hui en Israël-Palestine ? Non, pas du tout. Je me dis que même j'étais lanceuse d'alerte et que je voyais les choses s'envenimer de cette sorte-là. Je comprends que les Palestiniens doivent pouvoir résister, c'est leur droit, mais moi je ne veux pas participer à un quelconque parti islamiste. Donc je ne peux pas défendre le Hamas puisqu'il est islamiste, tout simplement. Et comment du coup on peut encore défendre la cause palestinienne et se dire oui, on veut défendre cette cause, mais tout en gardant justement ces distances et en défendant une position laïque finalement. Quel moyen d'action? Est-ce que vous avez trouvé un moyen d'action? C'est une vraie question de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, moi, maintenant, voilà, justement, pendant très longtemps, on confondait peuple palestinien et cause palestinienne. À la limite, je dirais même quelque chose de plus négatif.
on ne s'occupait pas du peuple palestinien, on s'occupait de la cause, du symbole, etc. Certains ont dit que c'était un aphrodisiaque. Je n'ai pas envie de réutiliser ce mot-là, mais sincèrement, c'était la cause. C'est-à-dire c'était un symbole, on ne voyait pas les gens. Moi, je m'intéresse aux gens. Et alors, par exemple, moi, si ça pouvait me revenir, la décision, je me dis, je fais un référendum, demandant au peuple palestinien, qu'il soit en diaspora ou sur les territoires, quel type de solution il veut. Ce n'est pas à moi, libanaise, ni à l'Iran, ni à Israël, ni aux Jordaniens, de décider. Ça se trouve, les Palestiniens ont autre vœu, etc. Donc de un, moi je trouve que la liberté c'est pour le peuple. La cause, je la mets de côté. C'est un symbole, je ne suis plus dans les symboles. Je considère que c'est à quoi bon les symboles si les peuples meurent. Je dis ça souvent à ma famille, et ils ne comprennent pas ça. Ils me parlent toujours symboles, causes, des choses totalement des choses abstraites. Dans la vraie vie, pourquoi pas, mais là, et les gens, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui sont en train de vieillir, de mourir avant même de voir une solution? Donc moi, je suis pour trouver des solutions. Alors, j'ai envie de revenir de nouveau sur votre enfance au Liban. Liban où il y a 18 confessions reconnues, mais confessions que l'on doit indiquer sur sa carte d'identité. Vous dites à un moment, vraiment, on se définit par sa confession au Liban. Qu'est-ce que, du coup, ça a comme un impact sur le quotidien, sur la vie, vous, en tant que jeune libanaise? Voilà, en quoi est-ce que le fait de dire sa confession vous posait problème? Alors, quand j'étais au Liban, évidemment, je ne me rendais pas compte. C'est toujours la même chose. Quand on est dans son pays, on croit que par ailleurs, c'est pareil, à peu près, même si on peut se documenter, etc. En soi, sincèrement, au début, ça ne me dérangeait pas, même si, disons que ça limite un peu les contacts. C'est-à-dire, ce n'est pas juste dire que je suis chiite. C'est qu'en gros, les chiites n'aiment pas forcément les sunnites. En tout cas, ils ont pas mal de désaccords ou de différends, voire des disputes, voire des guerres. C'est-à-dire, il y a eu des guerres, ce qu'on appelle fratricides, entre chiites et sunnites, etc. Donc, lorsque moi, je dis que je suis chiite, d'emblée, je vais éviter de forcément avoir des amis sunnites parce que ça se trouve, leurs parents ne seraient pas pro-palestiniens, peut-être. Donc, la confession indiquait une orientation politique ou une orientation, on va dire, au Liban, on s'orientait pro-palestinien ou pro-israélien ou anti-israélien. Donc, ça limite malgré tout les contacts. Et puis, du coup, disons que ça laisse moins d'ouverture. Et puis, ça stigmatise un peu aussi. Parce que, je suis chiite, mais ça se trouve, j'ai envie de rencontrer d'autres gens. Et que, voilà. Et puis, ça pouvait être un danger selon les guerres, parce qu'on a eu pas mal de guerres civiles. Et que, selon les moments, être chiite, c'était dangereux. Habiter à Beyrouth et être chiite, dans le sud non, parce que la majorité est chiite. Donc, quand on était au Liban, on trouvait ça quasi normal, mais c'est en sortant du pays que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens, et c'est ça, en fait, c'est la découverte d'un autre système qui m'a éveillée à cette bizarrerie. Et est-ce que c'est la découverte de la liberté en France qui vous a finalement amené à la découverte de la laïcité? Est-ce que ça s'est fait via la liberté? Oui, clairement. C'est-à-dire, en fait, pareil, là, on parlait tout à l'heure du peuple et de la cause. La laïcité, c'est un principe, mais au sol, on voit ce que ça implique. Ça implique la liberté. J'arrive, je suis libre. On ne me dit pas, tiens, t'es musulman, tu devrais faire ceci ou cela. Je suis libre. Personne n'est là pour limiter là où je vais habiter, etc. Et l'égalité aussi. Quand je vois l'égalité homme-femme, moi, je l'attache beaucoup à la laïcité. C'est-à-dire, je l'ai vécu réellement, cette égalité homme-femme que j'avais pas au Liban, et c'est via la liberté, via l'égalité homme-femme, via l'émancipation, via la liberté de conscience. D'un coup, je me dis, mais est-ce que vraiment je suis chiite? En quoi je crois? Est-ce que réellement je crois? Visiblement non, donc je vais cesser de dire que je suis musulmane, je suis d'une famille musulmane, certaines choses, voilà, je suis sensible à mon histoire, mais est-ce que vraiment moi je crois à l'histoire du prophète et de Allah, etc. Peut-être pas, donc voilà, la France me permet tout ça. Et c'est là où j'ai appris que c'est le système laïque qui permet tout ça. Et donc, je me dis, mais c'est un trésor. Et ça s'est fait aussi via l'éducation, via l'école. Je pense que vous dites dans le livre qu'avant d'arriver en France, finalement, vous ne saviez pas grand-chose des dinosaures, pas grand-chose de Darwin. Et donc, c'est aussi l'éducation, une éducation laïque qui vous a ouvert à d'autres choses. Mais tout à fait, tout à fait. Alors, c'est un épisode que parfois, j'ai dit dans mon livre parce que je suis assez franche et je trouve que c'était important de le dire. Je ne suis pas toujours fière, mais malheureusement, c'est la réalité. Clairement, on ne nous enseigne pas les dinosaures et clairement, pour des raisons
raisons religieuses, c'est-à-dire ça déstabilise un peu de savoir que bien avant l'être humain, il y avait des choses vivantes, etc. Donc ne pas connaître les dinosaures, ça m'a fait un choc parce qu'en 91, je suis allée voir Jurassic Park et sincèrement, je ne savais pas que ça existait. Et pourtant, c'est pas pour me flatter, mais j'étais la première, pas seulement de ma classe, mais de mon école. J'étais vraiment une très, très bonne élève. Et je ne savais pas ça. Et j'en veux un peu au pays de nous avoir mis dans l'ignorance. L'ignorance, c'est aussi un dogme politique pour moins libérer les gens. Et clairement, Darwin non plus. Il n'est pas étudié. Mais on va continuer à parler de votre découverte de la laïcité, mais pour revenir au Liban, on disait il y a 18 confessions reconnues au Liban. C'est quand même une forme d'exemple de vivre ensemble sans pour autant avoir donné ce mot laïcité, même si vous dites par exemple dans le livre que votre père était profondément laïque en fait. Oui. Mais sans dire ce mot, il y a quand même un vivre ensemble au Liban. Enfin, en quoi finalement la laïcité amène quand même quelque chose en plus en matière de vivre ensemble ? Alors oui, vivre ensemble, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un mot déjà en arabe, au Liban on l'avait justement. J'ai l'impression que je vis ici, ce que je vivais un peu au Liban. C'est-à-dire ce mot-là, il est beau, en même temps il n'est pas satisfaisant pour moi, il n'est pas non plus un objectif, ça devrait être un minimum presque syndical. Évidemment, il faut vivre ensemble, etc. J'aspire à quelque chose de plus grand, plus libérateur. Alors, qu'est-ce que ça peut... Évidemment, on vivait ensemble, mais évidemment, on a eu une guerre de 15 ans. Évidemment aussi, on peut pas, le Liban il a 100 ans, 1920, voilà, on est 26 à peu près, on a eu quand même 15 ans de guerre et franchement pas des petites guerres, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de déplacements, il y a eu beaucoup de drames, donc on n'a pas toujours vécu bien ensemble. À la moindre difficulté, c'est ça en fait, c'est qu'on constate encore aujourd'hui, là, on est à 2 doigts d'avoir à nouveau des petites guerres civiles ou des petites guérillas, parce qu'actuellement, par exemple, le sud du Liban, il est à majorité chiite. Les chiites sont pro-Hezbollah. Pourquoi ? Parce qu'il a défendu pendant quelque temps leur village, et c'est très bien. Sauf que le Hezbollah, il est inféodé à l'Iran. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de sunnites, beaucoup de druzes, ils se disent, nous, l'Iran, le système chiite de l'Iran ne nous intéresse pas. Donc, ils ne sont pas d'accord. Mais disons qu'en ce moment, leur parole n'est peut-être pas assez écoutée. Donc, oui et non, c'est beau. Évidemment, c'est vrai que c'est un modèle si tout marche. Or, tout ne marche pas. Vous voyez bien qu'en fait, depuis 1970-75, on est tout le temps en guerre. Et il y a eu la guerre civile s'est arrêtée en 90, mais il y a eu plusieurs petites guerres, il y a eu d'autres difficultés avec Israël, d'autres invasions. On n'est jamais en totale, paix. Donc je me dis, peut-être, on peut mettre un petit côté laïque pour dire aux gens, vous êtes d'abord citoyens libanais, juste pour rappeler qu'on est citoyens libanais et que donc l'intérêt général, l'intérêt commun de l'État, de la nation est supérieur à vos intérêts communautaires. Voilà, c'est juste ça c'est pour côté collectif, mais individuellement, la liberté de conscience, elle n'est pas totale au Liban. On ne peut pas dire qu'elle est totale. Il y a quand même, on a du mal à ne pas se dire religieux. Enfin, c'est très ouvert, hein. Mais disons que, voilà, comme je dis dans mon livre, à un moment donné, pour une blague, on est athée, mais on est athée musulman ou chrétien. Enfin, je veux dire, non, on doit malgré tout être fidèle à la religion de ses parents et malgré tout faire profil bas quand on est un peu comme moi, par exemple. Je trouve que la liberté de conscience, elle n'est pas totale au Liban. Enfin, elle n'est pas totale du tout. La liberté religieuse peut-être, mais pas de conscience. Mmh. Et donc, du coup, Fida, pour revenir au titre de votre livre, vous dites « Le choix laïque d'une intranquille ». Pour vous, le choix laïque est vraiment celui qui permet justement cette cohabitation, qui permet cette liberté, qui permet cette liberté de conscience, cette liberté d'expression, cette liberté de façon générale, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive en France, je découvre toutes ces libertés-là, comme vous dites, conscience et d'expression également. L'émancipation aussi, c'est-à-dire ne pas rester là où elle est la personne, c'est-à-dire ne pas essentialiser la personne, ne pas s'auto-assigner. Toutes ces possibilités d'émancipation, c'est la laïcité qui les garantit. Ça peut arriver dans d'autres pays non laïques, mais la laïcité les garantit. Ça devient un droit, ça devient une liberté protégée. Voilà pourquoi la laïcité, comme cadre juridique, est protecteur. Elle est protectrice. Et au-delà
du cadre juridique, il y a vraiment une invitation à l'émancipation qui est une philosophie en fait, à se dire très bien, on peut peut-être être croyant bien sûr, et d'ailleurs il y a beaucoup de croyants laïcs, mais attention à ne pas mettre la science et les croyances au même niveau, attention à ne pas oublier la raison, attention à ne pas empêcher l'autre, c'est-à-dire trop de religion de l'un peut empêcher la liberté de conscience de l'autre. C'est ça que je défends en fait, et c'est ça que la France offrait et que je trouve que ça offre moins. Et voilà pourquoi je suis intranquille. C'est cette déstabilisation, et je me dis qu'elle n'est en rien protectrice. En tout cas pour les gens qui sont comme moi, pas que comme moi, qui ont envie d'être libres et d'être émancipés et de ne pas être assignés à quoi que ce soit. Que ce soit un déterminisme social ou religieux, la laïcité permet le mouvement. Vous dites qu'elle l'offre moins parce que on a fait trop de concessions, il y a eu trop de concessions faites aux religions. Oui, trop de concessions. Donc, on a introduit ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, même si en France, on résiste. Mais moi, je les ai toujours appelés accommodements déraisonnables. Il est déraisonnable de commencer ces accommodements-là parce qu'ils n'ont pas de fin, en fait. C'est malheureusement la réalité. Et c'est sûrement pas, in fine, une bonne chose. C'est-à-dire, on croit. Ça part d'un bon sentiment. Moi, je sais que, par exemple, Martine Aubry, on est à Bruxelles, donc Lille, c'est pas très loin. Elle était la maire de Lille. C'est elle, un peu, qui a commencé en disant ça va aider les femmes, peut-être, à sortir de chez elles, d'aller par exemple, se baigner dans une piscine où il n'y a que des femmes. Non, en fait, ça les empêche après d'aller dans des rencontres où il y a des hommes, etc. Ça va au contraire les habituer à ne voir que des femmes. Moi, je veux la mixité. Et d'ailleurs, dans la laïcité, on ne le dit pas assez, mais la mixité homme-femme est très, très bien, évidemment protégée, mais très bien encouragée, voire imposée. Pas imposée dans le sens où on trouve que la mixité homme-femme, c'est un socle aussi de la laïcité. C'est-à-dire, l'homme est l'égal de la femme et la mixité, elle doit être quasi totale. C'est-à-dire, le lieu où il n'y a pas de mixité, ça devrait être le moins possible. Or, actuellement, on est en train de faire des safe places partout, dans un but, au début, rendre service pour des femmes. Hein, mais en fait, on va les habituer à rester entre elles. Et donc, plus tard, tout peut être comme ça. Demain, le métro peut aussi être un lieu où on aimerait être entre femmes. Non, ça n'invite pas du tout au mélange. Et ça nous renvoie à une identité sexuelle, femme ou homme, alors que moi, je suis pour l'identité de citoyenneté. Qu'elle reste vraiment au-delà de tout le reste. Oui, donc vous ne croyez pas dans ceux qui vont défendre les safe places, par exemple, et certains vont dire oui, mais ça permet de libérer la parole dans un premier temps, dans un cercle de femmes, par exemple, et puis après, c'est la première étape vers autre chose. Libérer la parole, ça, je suis d'accord. Par exemple, moi, j'ai déjà participé j'étais un peu forcée, mais à un moment donné, j'étais militante chez les Verts, chez les ELV, et ils font un peu ce genre de choses. Ils étaient un peu précurseurs entre les femmes pour parler des sujets féminins, pour demander plus de droits. Oui, dans ce cas-là, oui, pour ne pas être brimé par un homme qui parle plus fort, etc. Dans ce sens-là, je trouve ça très intéressant parce qu'on a remarqué que quand, par exemple, il y a 3 femmes et 3 hommes, souvent les hommes prennent la parole. C'est pour aller vers une mixité plus tard. Donc, avec un objectif de retrouver la mixité. Ou par exemple, j'ai aussi, moi, j'aime pas du tout le mot racisé, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, des gens qui se considèrent racisés, je ne me considère pas, pour pouvoir parler de l'antiracisme, qui puissent se mettre d'accord avant d'aller, mais toujours dans un but de mixité totale après. Oui, dans un but de rencontre, évidemment, vers l'autre. Et c'est vrai que vous avez plusieurs exemples aussi un moment dans votre histoire, et vous dites que vous avez voulu créer une école pour apprendre l'arabe de façon laïque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arabe, que ce soit en Belgique ou en France, ça prend principalement en fait à la mosquée. Et donc, pour toutes celles et ceux qui veulent transmettre la langue, en fait, c'est compliqué de trouver d'autres moyens que la mosquée. Du coup, ça se fait à la mosquée. Vous avez voulu proposer une école et vous n'avez pas reçu le soutien politique. C'est là que vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est le début de mon intranquillité. C'est-à-dire, en fait, dans un premier temps, on va dire 2010-2011, je commençais, moi, à constater. Alors, je me dis, tiens, moi, je suis un peu plus éveillée sur ce sujet-là parce que je viens du Liban et je suis assez sensible et que peut-être les autres ne se sont pas encore rendus compte. Donc, à partir de là, j'ai construit mon petit projet en disant, je vais créer cette petite école et la mairie va m'aider.
J'étais certaine que la mairie va m'aider et qu'elle va trouver mon projet intéressant. Là où j'ai été plus que choquée, plus que déçue, plus que intranquille, c'est que quand j'apprends que soit ils savaient déjà, soit en apprenant de moi, ils comptaient rien faire. Donc je me dis, alors attendez, en fait, c'est grave, mais on veut rien faire. Et c'est là où mon intranquillité a commencé, et là où je commençais à dire il faut que je fasse des actions autres, etc. Que oui, et que donc ce n'est pas que les accommodements raisonnables qui me dérangent, c'est aussi le clientélisme de certains hommes politiques. Et là, clairement, je le dénonce franchement et vigoureusement. C'est triste à dire que même la France, que je considérais comme un système démocratique, pas idéal, mais un modèle, clairement, eh bien non, malheureusement, voilà, les gens veulent avoir des voix ou veulent éviter des sujets sensibles, quitte à ce que ça soit plus grave plus tard pour les autres. Et ça, ce n'est pas mon tempérament. Oui, c'est pas cette laïcité-là non plus que vous défendez. Non, absolument pas. Pas du tout une laïcité clientéliste, une laïcité universaliste, complètement. Peut-être que pour être moins intranquille, à un moment, vous êtes dit, moi j'ai envie de m'investir pour plus de solidarité. J'ai vraiment envie de travailler sur cette notion de solidarité. Et vous êtes portée candidate avec votre famille pour accueillir un ou jeune réfugié. Et donc vous avez accueilli Aziz. Vous racontez son parcours, enfin votre parcours avec lui à travers tout votre livre. J'ai envie, alors on va peut-être pas expliquer tout ici parce qu'évidemment on invite les auditeurs et auditrices à se plonger dans votre livre et à découvrir vraiment ce parcours que vous écrivez très bien. J'ai envie de vous demander quand même, est-ce que l'accueil qui a été vraiment compliqué, émaillé de difficultés, il vous a quand même rendu moins intranquille? Merci pour cette question. En effet, en fait, pour être moins intranquille, je me suis dit, je vais faire de l'action. Et en effet, l'intranquillité liée aux atteintes à la laïcité, c'est un sujet. Mais il y a d'autres sujets. Et je me dis, il faut aussi que je m'investisse dans cet accueil. Et j'ai trouvé ça intéressant, la solidarité. En effet, un tout petit peu, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est comme tout, tant qu'on n'a pas testé, on croit que c'est plus grave que ça. Et sincèrement, j'ai eu pas mal de difficultés avec ce jeune homme-là. C'était maillé, comme vous dites, de difficultés. C'était la période Covid, donc ça n'a pas arrangé les choses. Mais oui, finalement, ça aurait pu être pire. Donc oui, malgré tout, ça peut apporter un peu plus de tranquillité en disant d'accord, en fait, quand on accueille, quand on explique, quand on accompagne, c'est surtout ça aussi, l'accompagnement, eh bien, les choses peuvent bien se passer. Donc oui, maintenant, est-ce que c'est suffisant pour me tranquilliser sur la longue durée? Je ne pense pas. Mais oui, mais je suis d'accord que malgré les difficultés que ce jeune homme-là a apportées dans mon domicile et dans ma charge mentale, etc., c'est-à-dire, oui, en fait, les êtres humains peuvent changer, peuvent évoluer, peuvent s'adapter, mais il faut les accompagner. Donc, j'insiste aussi sur tout seul, non, et que malheureusement, ils sont souvent seuls. C'est-à-dire, moi, j'accueille un réfugié ou voire deux, j'en ai accueilli deux. La plupart des gens arrivent, ils sont livrés à eux-mêmes, et alors la laïcité, c'est le dernier de leurs soucis, et je peux comprendre, mais moi, je trouve que la laïcité, c'est vraiment gagnant-gagnant, c'est et pour eux et pour nous. Quand on quitte un pays en guerre ou pour des raisons de persécution, il est heureux de profiter de cette laïcité. Est-ce que plus de rencontres, plus d'accompagnement, quelles seraient un peu les pistes que vous avez envie de lancer? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas exactement choisi cette action-là. J'aurais pu, c'est vrai. Alors j'ai écrit le livre en disant que je vais sensibiliser. C'est vrai que là, rien qu'en vous rencontrant, en parlant de cette affaire-là, ça peut donner des idées. L'accueil, ça peut être une bonne chose. Tout n'est pas négatif et je n'en regrette absolument pas malgré les difficultés. Maintenant, je fais de la sensibilisation. Alors moi, je suis devenue enseignante il y a 5 ans et en tant qu'enseignante, j'espère pouvoir malgré tout, de temps en temps, parler laïcité, émancipation, parce que je suis prof de maths, donc c'est une matière qui ne se prête pas forcément. Mais je fais aussi de la sensibilisation parfois contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et c'est toujours un moment de rappeler que la laïcité permet tout ça, que la laïcité permet l'antiracisme, que la laïcité, en fait, quand on arrive en France et qu'on demande d'être réfugié politique, ou qu'on demande d'avoir un visa, ou qu'on demande d'avoir la nationalité française, on ne nous demande pas notre religion,
parce qu'il y a la laïcité aussi. Peut-être demain, avec un pays moins laïque, il peut y avoir des quotas et que donc ça serait à l'encontre de cette arrivée-là. Donc c'est aussi un plus, un bien pour les migrations. Donc c'est vrai, je peux aussi aller... en fait, il y a pas mal d'associations qui s'occupent de ces jeunes réfugiés qui arrivent, qui n'osent pas. Voilà, c'est là le problème. On n'ose pas parler de la laïcité parce qu'on croit que c'est stigmatisant. Or, pour moi, c'est libérateur. C'est dans un premier temps déstabilisant, mais in fine, c'est libérateur parce qu'on n'oblige personne. Genre, on ne demande absolument pas aux gens de quitter toute leur identité. Au contraire, c'est juste prendre ce qui est positif, pouvoir s'émanciper tranquillement mais sûrement et respecter les croyances des autres. Ça veut dire aussi qu'on a une tendance à infantiliser finalement un peu les personnes musulmanes, par exemple, de se dire « oui, mais elles ne vont pas comprendre, ça va être difficile pour elles ». Est-ce qu'on les infantilise au départ, ce qui fait qu'on n'ose pas ? Alors, tout à fait. Alors, moi, je donne toujours trois explications à cette chose-là lorsqu'on n'en parle pas. Parfois, je dis clientélisme, parfois, je dis lâcheté et souvent condescendance. C'est-à-dire vraiment... Alors, ce condescendance venue d'un très bon sentiment, mais qui se transforme en condescendance, je l'ai déjà entendu. Ça, c'est comme ça chez eux. Enfin, ça n'a aucun sens, ce mot-là. Enfin, il n'y a pas chez eux. Et c'est exactement ça. On les infantilise quand ils sont jeunes ou moins jeunes. Il faudrait sortir de ça. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, en tout cas, j'invite tous les auditrices et auditeurs à lire votre livre « Le choix laïque d'une intranquille ». Ça raconte vraiment tout votre parcours et de façon très concrète, en fait, comment la laïcité s'est incrustée dans votre vie. En tout cas, comment elle a fait évoluer votre parcours. Et puis, effectivement, avec jalonné de cette histoire d'accueil d'Aziz que vous avez accueilli dans votre famille, avec les hauts et les bas. Mais j'invite tout le monde à lire tout ce parcours. Merci beaucoup Fida H, et c'est publié chez L'Harmattan. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle soirée.